Ils voulaient leur maison à tout prix, les meurtres de la famille Davila. En septembre 1995, une famille, un couple et leurs 2 enfants disparaissent sans laisser de traces à Vaux-le-Pénil, rue Albert Roguez, une petite commune au sud de Melun. La justice ne semble pas vraiment s'inquiéter, car un ami de la famille va déclarer que le couple et leurs enfants sont simplement partis du jour au lendemain. C'est donc la famille du couple qui va devoir se battre pendant 1 an pour que l'enquête sur la disparition d'une famille entière soit enfin résolue. Pourtant, et heureusement, la personne soupçonnée de leur meurtre était toujours là, si proche de ses victimes. Edgar Boulet est toujours en prison pour les meurtres de Donald, Stéphanie, Donald Junior et Donatella, tués à coups de coupe-coupe. La disparition d'une famille qui vit un peu à la marge. La petite famille compte 4 personnes. Un couple, Donald, 35 ans, Stéphanie, 21 ans, et leurs enfants, Donald Junior, 3 ans, et Donatella, 2 ans. Ils se sont installés sur un terrain un peu à l'abandon. D'ailleurs, la mairie du coin laisse la famille faire sa vie. Ils construisent leur maison et s'installent sur le terrain qui est à l'abandon, un peu à l'écart de la ville à l'époque, car aujourd'hui les lieux ont beaucoup changé. La petite maison est d'abord en bois, car là-bas sur le terrain, il y avait un petit cabanon. La famille s'y installe avant de faire une maison en briques. La maison est certes modeste, mais il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur. L'eau et l'électricité. La famille y vit bien. Les enfants se préparent même à aller à l'école à la rentrée de septembre 1995 et entament même leur premier jour de rentrée, en tout cas pour Donald Junior. La maman, Stéphanie, commence elle un nouveau boulot sur Melun et son mari Donald est un musicien qui gagne plus ou moins bien sa vie, comme 95% des musiciens. C'est à partir du samedi 23 septembre que les inquiétudes commencent pour les proches, car la mère de Donald devait avoir les enfants du couple le mercredi 20 septembre. Cependant, ni Stéphanie ni Donald n'ont déposé les petits chez elle. Elle laisse passer 2-3 jours, puis essaie de joindre la famille, sans succès. Elle appelle ensuite la mère de Stéphanie pour savoir si elle a des nouvelles. Et elle n'a rien non plus, pas d'appel. La famille estime qu'ils n'ont pas pu disparaître avec leurs enfants sans donner aucune nouvelle, sans dire où ils allaient. La mère de Stéphanie contacte l'école où Stéphanie travaille. Elle va apprendre que depuis le 18 septembre, Stéphanie n'est pas allée travailler. L'école va envoyer un employé de l'établissement sur la propriété du couple. L'homme, le concierge, va voir un grand bonhomme, un grand black, faire un feu sur le terrain. Il va à sa rencontre et demande ce qu'est devenu la famille, où sont Donald, Stéphanie et leurs enfants. L'homme va leur répondre que le couple est parti en vacances. Étrange. L'école a déjà repris et Stéphanie a commencé le boulot. Pourquoi partir en vacances en septembre? En premier lieu, la mère de Stéphanie contacte la police de Melun. La famille aurait très bien pu avoir un accident. Mais aucun des membres de la famille n'est à l'hôpital. Certains policiers se rendent à la maison du couple. Ils s'y rendront même à 2 reprises. Les policiers regardent par les fenêtres. Tout est bien rangé, propre. Il n'y a pas de traces d'effraction, pas de sang, rien de suspect. Et s'il n'y a rien de suspect, ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent pas rentrer dans la maison. Ils toquent également à la porte de la maison et un homme ouvre.
il est seul. L'homme s'appelle Edgar Boulet, l'ami du parrain d'un des enfants du couple. Pas vraiment un pote, mais une vague connaissance de la famille. L'homme au départ déclare aux policiers qui frappent à la porte du domicile de la famille que les parents ont pris leurs enfants, qu'ils sont montés dans un véhicule avant de partir soi-disant pour échapper à quelqu'un. Puis pour rejoindre une secte, mais cette explication va arriver bien plus tard. Que Donald est venu vers lui pour lui demander de garder la maison jusqu'à leur retour. Les policiers repartent sans se poser de questions. Après tout, les parents sont partis, mais avec leurs enfants. Il n'y a donc aucun souci, aucune inquiétude à avoir. Cependant, les proches n'y croient pas du tout. Ils iront voir Edgar Boulet à plusieurs reprises pour le faire parler. Et lui se contente de dire qu'ils ont pris un simple matelas, ont pris un véhicule qui n'est pas leur voiture, car les deux véhicules sont là, et qu'ils sont partis, c'est tout. Et que Donald lui a donné les clés de la maison. Mais les proches en sont convaincus, il est arrivé malheur à la famille, et Edgar Boulet y est pour quelque chose. Une enquête familiale avant celle de la justice. Les proches posent des questions aux amis de Stéphanie, qui rapportent que le couple n'allait pas très bien, que la relation était tendue parfois, et que lors de ces disputes, Stéphanie allait se cacher chez une de ses amies. Cette dernière a même rapporté qu'une fois, Stéphanie et Donald s'étaient une nouvelle fois disputés. Dispute qui s'est quand même finie en course-poursuite, au point que Stéphanie a dû se cacher dans sa voiture. Alors, première théorie, Donald tue Stéphanie avant de prendre la fuite avec les enfants. C'est en tout cas une première piste pour la famille, qui est la seule à les chercher. Le lundi suivant, la mère se rend à la police de Melun pour signaler la disparition de la famille. On lui répond que si les enfants sont avec les parents, c'est pas si dramatique que ça. Qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Qu'il n'y a rien à faire. En plus, la mère de Stéphanie ne peut remplir qu'une RIF, qui n'existe plus aujourd'hui. Recherche de l'intérêt des familles, et seulement pour sa fille, pas pour son gendre, ni pour ses petits-enfants. Elle remplit donc cette RIF, qui, soit dit en passant, n'apporte rien et n'a jamais apporté grand-chose. C'est pour ça qu'elle n'existe plus. La famille de Stéphanie se rend une nouvelle fois sur le terrain. Pose des questions aux voisins aussi. Un des voisins raconte qu'il voit régulièrement un homme, un grand black, encore une fois, faire des allers et retours sur le terrain ainsi que dans la maison. Et que c'est assez étrange. Car depuis l'installation du couple, c'est la première fois que ça arrive. Il faut comprendre que Vaux-de-Pénil à l'époque était un petit village. Maintenant, c'est tout autre chose. C'est une grande ville. Bon, les proches, là, commencent vraiment à s'inquiéter. Ils se posent des questions. Ils n'ont plus de nouvelles depuis peut-être quelques jours. Peut-être un peu plus d'une semaine. Ils se rendent sur le terrain et tentent de rentrer dans la maison. Histoire de faire les premières recherches, puisque personne ne les aide. Ils parviennent à rentrer dans la maison et remarquent que toutes les chaussures de la famille sont posées là, près de l'entrée. De ce fait, les 4 habitants sont partis à pied. Il y a aussi tous les manteaux, tous les vêtements. Ils auraient donc, pour partir, juste pris un matelas, les vêtements qu'ils portaient sur eux, pas de chaussures et pas de manteau. Ils n'ont pas pris de vivres non plus. En fouillant également la maison, la mère de Stéphanie remarque que la guitare de Donald est toujours là. Pourtant l'homme est musicien et ne s'en sépare jamais. Et s'il était parti avec sa famille, et donc ses enfants,
il l'aurait emporté avec lui. Chose encore plus étrange, le frigo est toujours plein et la nourriture fraîche. Bref, tout est louche. À cet instant, il faut comprendre que les proches ne savent pas que les policiers ont toqué et qu'un homme a ouvert la porte. Ou alors peut-être que si, mais ils ne savent pas que l'homme s'est installé. Il quitte la maison, ne voyant personne. Sur la route du retour, toujours sur le terrain, il voit le chat du couple. Le chat va miauler, 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 mais pas un miaulement habituel. Pas le petit miaulement qui dit coucou, mais un autre miaulement, fait d'angoisse, qui donne le frisson. Mais personne ne comprend. Le chat a vu quelque chose, il dit quelque chose, mais aucun humain n'est capable de le comprendre. Mais là, la famille se dit que quelque chose cloche. Pourquoi ne pas avoir pris le chat avec eux? Pourquoi l'avoir laissé là en partant? La journée se passe, ils parlent aux voisins, discutent un petit peu avec eux, se promènent et attendent. Et en fin de journée, il commence à faire nuit, la lumière dans la maison s'allume. Là, l'espoir renaît un petit peu. Stéphanie, Donald et leurs enfants seraient-ils rentrés? Les proches courent vers leur maison, mais ce n'est ni Stéphanie ni Donald, ni leurs enfants qui sont présents, mais un homme, le fameux Grand Black, que les policiers ont rencontré une seule fois. L'homme se présente à la famille pour la première fois. Il s'appelle Edgar Boulet. Il est en compagnie d'une femme, sa maîtresse, une médecin. Il raconte que Donald et sa famille sont partis comme ça, sur un coup de tête, après une dispute. Et que Donald a confié les clés de la maison à Edgar, jusqu'à ce qu'il revienne. Mais ça, la famille n'y croit pas du tout. C'est encore plus bizarre. La famille disparaît et un homme et sa maîtresse se trouvent dans la maison. Ils y sont le soir et pas en pleine journée. C'est pas vraiment du gardiennage, ils s'y sont installés, car le frigo est plein à craquer de bouffe. Mais les mois passent, la justice ne fait pas grand-chose. Il faudra attendre encore quelques mois pour que les choses s'accélèrent. Et c'est en juin que tout arrive. La justice n'a pas encore bougé, pour rappel. C'est un ami du copain de la mère de Stéphanie, le copain d'époque, qui demande à la famille de se rendre sur le terrain car il manque quelque chose. La famille se rend à Volpénil. Les voitures du couple ne sont plus là. Il demande à Edgar Boulet où sont les véhicules. Edgar Boulet déclare qu'il a mis les deux véhicules à la casse car ils commençaient à vieillir et à rouiller et à devenir inutilisables. Edgar Boulet fait peur. La mère de Stéphanie et son copain quittent le terrain à la hâte. Mais là, une chose est sûre, Edgar Boulet a pris les véhicules du couple. Véhicules qui ne sont pas à lui. Et c'est à partir de là que la justice commence enfin à bouger, enfin vite fait. Car l'enquête a bien tardé quand même. L'enquête a donc quand même bien tardé, presque 9 mois, commencé à la fin du mois de juin 1996 quand même. La raison de cette enquête tardive est peut-être due au fait que le couple vit entre guillemets en marge de la société. Pourtant, Stéphanie travaille, Donald aussi, et les enfants, en tout cas au moins Donald Junior, vont à l'école. Ok, ils ont pris un terrain qui n'est pas à eux, mais ils l'entretiennent correctement et y ont fait une maison. Et tout le monde les laisse faire. Et il faut noter aussi que les policiers et la justice a bien du mal à envisager le fait qu'il leur soit arrivé quelque chose. Alors que quelqu'un s'est installé dans leur maison, qu'il a changé le nom de la boîte aux lettres, qu'il a changé son adresse,
que le couple, selon les dires de ce nouvel habitant, est simplement parti de son plein gré, sans prévenir personne et sans donner de nouvelles. Pourtant, quand même, il est à rappeler que ce sont 2 jeunes enfants qui disparaissent. 2 bébés qui disparaissent, et la justice semble s'en moquer. Bon, pas tout le monde, car très vite, les proches s'inquiètent et soupçonnent le nouveau propriétaire. Grâce à la destruction des véhicules à la casse, la mère de Stéphanie a des billes en poche. Elle peut porter plainte pour vol des 2 véhicules, qui ne sont pas à Edgar Boulet, mais à Stéphanie et à Donald. Et elle va se rendre compte en portant plainte que la RIF n'a pas été enregistrée. Et que donc, que personne n'est au courant que Donald, Stéphanie et leurs 2 enfants ont disparu depuis des mois. Si la famille n'avait pas enquêté, rien n'aurait donc bougé. Elle va donc discuter, la mère de Stéphanie, avec une policière ou une gendarme de Bobigny, là où la mère de Stéphanie vit. Et c'est là que tout va bouger. Pour cette policière ou cette gendarme, les corps de la famille étaient peut-être dans les coffres des voitures, qui ont peut-être déjà été compressés en cubes de métal. Les soupçons sur Edgar Boulet s'intensifient. Mais il faudra quelques semaines de plus pour que l'enquête commence vraiment. En tout cas à Bobigny. Car sur Melun, on est fin juin, c'est le début des vacances. Et il demande à la mère de Stéphanie d'attendre la rentrée de septembre pour porter plainte. Là, la mère de Stéphanie n'en peut plus. Cela fait près d'1 an qu'elle attend des réponses. Et personne ne se bouge. Elle appelle donc la mairie de Vaux-le-Pénil. Elle raconte l'histoire, la disparition de sa fille Stéphanie, de son gendre et de leurs enfants. Que des gens vident la maison de sa fille. Car tous les meubles ont été foutus dehors, leurs vêtements également, les chaussures, les sacs, les manteaux, tout. Que la personne, le nouvel habitant, a mis leur voiture à la casse. Bref, des inconnus se débarrassent des affaires de personnes qui, soi-disant, leur ont confié les clés de la maison jusqu'à leur retour. Mais là, on pense plutôt à un déménagement. C'est là que la mère va apprendre que la maison est sous surveillance de la police, par la brigade des stupes. Car depuis la disparition de la famille, eh bien, il y a beaucoup de gens qui vont et viennent dans la maison. Et c'est super louche. Vous savez, ces gens qui restent peut-être 5 ou 10 minutes et repartent, un peu comme dans une supérette. Elle apprend cela vers la peut-être mi-juin 96. La mère contacte la brigade des stupes qui gère la surveillance et le 27 juin 96, la mère de Stéphanie est entendue enfin par la police de Melun. À ce moment-là, Edgar Boulet, lui, est en prison pour conduite en état d'ivresse. Là, les soupçons, les taux se resserrent sur lui. Les 7, 8 et 9 juillet, les policiers fouillent la maison, le terrain, sans rien trouver de suspect. Le 22 juillet, ils découvrent qu'Edgar Boulet avait une maîtresse, une médecin de 60 ans. Ils sont toujours ensemble. Que ce dernier, pendant sa détention, lui a écrit une lettre, qu'elle a lue puis déchirée. La lettre, les policiers la retrouvent et la reconstituent. C'est là que la théorie de la secte est mise en avant par Edgar Boulet, théorie auquel personne ne croit. Et les policiers, comme la famille, pensent de plus en plus qu'Edgar Boulet a quelque chose à voir avec la disparition mystérieuse d'une famille. Edgar Boulet, une connaissance qui leur voulait du mal. On arrive maintenant au moment de la découverte des corps et à ce qui s'est passé le jour de leur mort. Les corps des 4 membres de la famille Davila sont retrouvés 1 an après leur disparition, dans le jardin de la maison, à l'arrière de celle-ci, le 26 septembre 96, soit plus d'1 an
après leur disparition, une disparition qui donc n'en était pas une. Les corps sont mis en terre d'une façon assez particulière, enterrés sous 2,50 m, sous un matelas avec des plumes de poule. Rappelez-vous du matelas dont Edgar Boulet a fait mention lors de la disparition de la famille, que la famille serait partie avec celui-ci. Sur un des rebords d'une des fenêtres, les enquêteurs découvrent de petits pots de terre remplis de nourriture avariée. Le nouveau propriétaire de la maison est sommé de s'expliquer. Après tout, il a menti à tout le monde en déclarant que la famille était juste partie, en lui laissant la maison, les clés, jusqu'à leur retour. Mais l'homme va nier, tout le temps nier, même à son procès en 2000. Il va nier avoir tué ses amis qui avaient refusé de l'héberger le temps qu'il retrouve un logement. Il raconte que le samedi, en se rendant chez eux, il va les voir partir et Donald lui conféra les clés de la maison. En 2000, Edgar Boulet est condamné à la prison à vie. Enfin, 30 ans de prison, dont 22 ans de sûreté. Edgar Boulet, au moment de la disparition de la famille Davila, venait d'être expulsé de son logement de Damary. Il voulait un nouveau logement. Et l'homme réputé violent a pris celle de la famille Davila. À ce jour, en tout cas je pense, il n'est toujours être responsable d'avoir tué la famille. En 2004, la maîtresse d'Edgar Boulet, qui vivait avec lui à l'époque dans la maison, ainsi que le parrain de Donatella, ont été conduits devant la justice, grâce à l'acharnement de la mère de Stéphanie, qui estime que tous les deux ont été témoins du crime perpétré à coups de coupe-coupe. La maîtresse de Edgar Boulet raconte à la barre que oui, elle était bien présente sur le terrain du couple. Mais enfermée dans une petite cabane en bois, rappelez-vous du cabanon qui était sur le terrain avant la maison, elle aurait entendu, je cite, des cris de bêtes blessées, saccadées et inhabituelles. La question se pose aujourd'hui, en 2020. Edgar Boulet est-il libérable? Est-ce un danger pour la société ou pas? C'est à la justice de trancher. En décembre 2022, la justice s'est penchée sur une éventuelle remise en liberté d'Edgar Boulet. Mais j'en parlerai un peu plus tard. Revenons en septembre 1995. Le 16 septembre 1995, c'est le dernier jour de vie de la famille Davila. Et le jour où Edgar Boulet prend la décision de tuer la famille pour ensuite s'accaparer leurs biens. Le 15 septembre 1995, à 19h30, Donald Davila vient en aide à un ami pour livrer un peu de bois. Ensuite, avec sa famille, ils se rendent à la fête de l'humanité. Le 16 septembre, Stéphanie prend son poste au lycée Jacques Amiot, à Melun. À 15h, elle est de retour à la maison. Elle n'est pas seule, mais avec ses enfants, son homme et des amis, dont Edgar Boulet, qui non plus n'est pas seul. Il est en compagnie de sa maîtresse, une médecin. Vers 17h, Edgar Boulet et sa maîtresse vont tous les deux faire 2-3 courses, puis reviennent à la maison du couple. À 20h, il n'y a presque plus personne dans la maison, sauf la famille Davila, Edgar Boulet et peut-être des complices. Nous n'en aurons jamais la certitude. Une voisine va à ce moment-là, à cette heure-ci, vers 20h, entendre une grosse dispute entre deux hommes. Edgar Boulet et Donald, ça, elle en est sûre, elle a reconnu sa voix. 10 minutes plus tard, elle va entendre les bruits d'une portière. Puis, c'est le calme plat. Une autre voisine va voir Edgar Boulet monter dans sa voiture, très en colère. Sa voiture a même du mal à démarrer, mais finalement, il parvient à quitter le terrain de la famille.
Le 17 septembre, des personnes verront Edgar Boulet, seul sur le terrain de la famille Davila, qui semble ne plus être là. Dans l'après-midi, il est vu sur le canapé, fatigué et sale. Le 18 septembre, Edgar Boulet ne perd pas de temps. Il entame déjà la procédure de changement d'adresse et s'installe dans la maison qu'il a vidée de ses occupants. Edgar Boulet, 66 ans, restera en prison, et pour longtemps. Enfin, il va purger les 30 ans de prison qu'il a à purger, qui prendra fin en 2026. La justice a estimé qu'il était trop dangereux, entre parenthèses, que son dossier avait plus de mauvais points que de bons. Et je peux comprendre leurs raisons. Après tout, Edgar Boulet n'a pas tué toute une famille par vengeance ou par colère. Je me permets de spéculer sur ce qui a pu se passer ce soir-là. Edgar Boulet n'avait plus de toit depuis quelques semaines. Il a demandé de l'aide à Donald et à sa conjointe Stéphanie. Il leur a peut-être demandé s'ils pouvaient loger dans leur maison le temps de se trouver à nouveau chez lui. Ou au mieux, dans le cabanon qu'il y a dans le jardin. Mais Donald aurait refusé. C'est la dispute entendue par les voisins qui commence. Ensuite, Edgar Boulet quitte le terrain, foudrage. Rumine sa rancœur pendant quelques heures. Envers peut-être des personnes qu'il considère comme des amis. Se saisit d'un coupe-coupe ou d'une autre arme, pensant simplement leur faire peur. Il emmène avec lui sa copine ou non, car à la barre, elle va se rétracter, disant tantôt qu'elle se trouvait là, et tantôt que non. Mais prenons l'hypothèse qu'elle était bien avec lui, et que sur la route, elle va tenter de le raisonner, ce qui expliquerait le fait qu'il l'aurait enfermé dans le cabanon, selon ses dires, car finalement, nous n'avons aucune preuve de ces allégations. Cependant, j'ai tendance à la croire, car, eh bien, si elle avait un lien quelconque avec les crimes, elle aurait eu beaucoup à perdre, et elle avait un logement, et son métier de médecin. Donc, aucune raison de participer au massacre qui va suivre. Ils débarquent, tous les deux en pleine nuit, et Edgar parvient soit à se faire ouvrir la porte, soit à la fracturer. Il tue toute la famille dans la maison, d'où les minuscules traces de sang qui seront découvertes plus tard. Puis, avant l'aube, il creuse un trou à l'arrière de la maison pour ne pas être vu et avoir tout son temps. Avec de l'aide, mais cela reste hypothétique. Enterre les 4 corps, pose un matelas dessus pour X ou Y raison. Il place des plumes de poule et rebouche le trou. Puis se repose sur le canapé, quand il est vu pour la seconde fois de la journée par des passants, des voisins. Ensuite, il prend la décision de s'installer dans la maison. Ce n'était pas prévu, mais la maison est vide maintenant, alors autant en profiter. Quelques jours plus tard, la mère de Stéphanie frappe à la porte. Il lui ouvre et explique garder la maison du couple quelque temps, pas qu'il s'y installe. Et vous connaissez la suite. La police, les soupçons de la famille qui passeront plusieurs fois le voir, jusqu'au jour où ils se rendent compte qu'il s'est installé et qu'il s'est débarrassé de tout, même des voitures. Aujourd'hui, rien ne permet de savoir si Edgar Boulet sortirait un jour de prison ou non. Nous sommes maintenant en 2023 et je ne sais même pas s'il a reconnu être l'auteur des meurtres. Je vous remercie d'avoir regardé ou écouté cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager vos avis en commentaire. Je vous donne rendez-vous samedi soir pour les actualités crimes et disparitions de la semaine, avec certainement un petit live vendredi soir. Je vous souhaite une très bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et d'ici là, n'oubliez pas,